Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 1er octobre 2015. Alors nous allons rester en Europe pour cette émission, mais cette fois-ci nous allons parler d'une expérience de terrain dans une grande ville française, Marseille plus précisément, où nous avons donc notre invité. Bonjour Agaï Sobol. Bonjour. Alors, Agaï Sobol, vous êtes médecin et professeur des universités, vous avez été un des pionniers de la génétique du cancer, très investi dans le monde associatif, vous militez depuis de nombreuses années pour le dialogue interculturel. Vous êtes président d'honneur du centre culturel Edmond Flegg. Vous avez été élu aussi conseiller municipal PS dans les 11e et 12e arrondissements de la ville. Nos auditeurs l'auront donc compris, vous avez une vie plus que remplie puisque vous arrivez à avoir à la fois des responsabilités professionnelles et un engagement politique, un lien avec la communauté juive tout en étant investi dans la société civile. Et de tout cela, vous avez tiré matière à réflexion puisqu'on peut vous lire sur les sites du Huffington Post, Atlantico et du Times of Israel. Et c'est d'ailleurs en lisant un article sous votre signature dans ce dernier journal, intitulé « Pourquoi j'ai été auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le djihadisme » que j'ai eu l'idée de cette émission. Vous avez en effet été interrogé le 5 mai dernier par cette très sérieuse commission parlementaire présidée par le député Éric Ciotti, et on peut trouver l'enregistrement dans les archives vidéo de l'Assemblée nationale. Alors c'est parce que je vous ai trouvé assez brillant. Ce n'était pas un exercice facile, donc j'ai eu l'idée de cette émission. Et on passe tout de suite à la première question, Agaï Sobol, parce que vous n'êtes pas un vieux militant politique. Vous vous êtes engagé il y a peu. Vous n'avez pas non plus d'expertise en matière de terrorisme. Comment se fait-il que justement cette commission sur le djihadisme est tenue à vous entendre et à vous interroger ? Écoutez, c'est à peu près la question que se sont posées les politiques. En 2012, j'ai écrit un article dans le site Atlantico qui était en fait la synthèse de deux rapports, un rapport du Congrès américain et un rapport d'Europol. Et si on lisait attentivement les conclusions de ce rapport, je dirais qu'on pouvait tout à fait anticiper la situation que nous vivons aujourd'hui avec tous les détails. Donc effectivement, je ne suis pas engagé politiquement depuis longtemps et je ne suis pas, je dirais, par mes fonctions, un spécialiste du djihadisme, mais ça fait quand même une vingtaine d'années que je travaille le sujet. Et par ailleurs, mon engagement politique s'est fait parce que je considérais qu'à un moment donné, il fallait que la société civile s'implique. On ne peut pas toujours dire les politiques sont responsables. C'est trop facile de porter la faute sur l'autre. Il faut s'engager à un moment ou à un autre. Et donc moi j'ai décidé, pour un certain nombre de raisons, et notamment du fait que la radicalité devenait un discours politique acceptable, que ce soit le Front National, le djihadisme ou autre. C'est-à-dire on est tellement complaisant qu'il fallait à un moment donné dire non, et je me suis engagé. Très bien. Et justement, voilà, je suis aujourd'hui devant votre antenne. Voilà. Alors, en ce qui concerne votre expérience associative, je voudrais d'abord que vous nous donniez en quelques minutes un tableau objectif sur la situation à Marseille. Parce que dans votre article, vous êtes assez positif. Vous dites que la cité phocéenne est un melting pot qui s'est constitué au cours de ses 2600 ans d'existence, suite à de nombreuses vagues d'immigration. Vous dites que les immigrés ont à la fois préservé leurs racines et se sont appropriés de nouvelles valeurs, que le vivre ensemble est une valeur mieux partagée qu'ailleurs en France. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu trop rose des choses ? Non, c'est la vision actuelle qui est encore préservée, mais qui est menacée. C'est-à-dire que si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, j'aurais considéré que c'était une valeur stable. Aujourd'hui, elle est menacée pour deux raisons. Le discours radical est un discours qui est maintenant partagé. On ose dire des choses, même dans les partis républicains, qu'on n'aurait jamais osé dire avant. Alors imaginez les extrémistes. Ensuite, celui qui crie le plus fort, on a tendance à lui donner, à lui céder des choses, alors que c'est une erreur. Et enfin, il manque de leaders qui, comme dans les grandes crises mondiales, étaient là pour dire, voilà, les vraies valeurs, c'est ça, il faut les respecter, la ligne rouge est ici. Tout à fait. Mais alors, Oui. Il suffirait d'une seule personne comme ça pour que les choses changent. Marseille, c'est quand même une ville, si vous voulez, où quand on arrive à Marseille, on a tout perdu en général. Donc on va essayer de se reconstituer. Et c'est ça que partage, je dirais, la majorité des Marseillais, même s'ils sont issus de la 3e génération. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même des problèmes spécifiques ? Je pense à la ségrégation massive de la population musulmane dans les cités dortoirs des quartiers nord. Je pense à l'économie parallèle de la drogue. Et puis, il y a une insécurité réelle quand même dans votre ville.
Alors, moi, je dirais que Marseille s'est utilisé un petit peu comme Israël. C'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, on va dire que tout va mal. Non, c'est pas vrai. Ça va encore plus mal à Marseille. Si vous vivez à Marseille au quotidien, vous n'avez pas du tout cette image-là. C'est-à-dire que l'image qu'on renvoie de Marseille n'est pas conforme à la réalité. On vit bien à Marseille. Il n'y a pas autant de, je dirais, violence qu'on veut bien le dire. Si on regarde les chiffres objectifs rapportés au nombre d'habitants et à la portion d'immigration, je dirais même il y a peut-être moins de violence qu'ailleurs. Mais dès qu'on va sortir une Kalachnikov, on va commencer à dire que tout Marseille est comme ça. D'accord. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais il faut encore les lire. Très bien. Alors, Hagaï Sobol, je voudrais qu'on parle maintenant du collectif Tous enfants d'Abraham. C'est d'ailleurs au nom de ce collectif que la commission parlementaire vous a auditionné. Et je donne tout de suite une précision pour nos auditeurs. Elle n'a rien à voir avec l'association de dialogue interreligieux, la Fraternité d'Abraham, dont on a déjà parlé à cette émission. Alors, qui a constitué ce collectif? Quelles sont ses réalisations et ses objectifs? Alors d'abord, c'est pas de l'interreligieux, c'est de l'interculturel. Ce sont des centres culturels qui ont décidé de travailler ensemble à l'initiative du centre culturel juif Edmond Flack de Marseille. Nous, on a l'habitude de faire des programmations qui sont des programmations mixtes, aussi bien en termes de thématiques, de partenaires et de public. Donc c'était un terreau naturel et nous avons trouvé matière à travailler ensemble, les chrétiens d'Orient et d'Occident, les juifs et les musulmans. La première réalisation, ça a été une programmation sur Abraham, où pour la première fois, depuis je crois l'histoire de Marseille, finalement, chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident ont travaillé ensemble. D'ailleurs, le représentant de l'église syriaque l'a dit, grâce aux Juifs, on a pu travailler ensemble et on a pu mesurer que les divisions, elles sont partout en fait. Je veux dire, c'est pas simplement le grand fossé qui existe entre certains pays ou entre certains peuples. La division, c'est quelque chose presque de naturel et il faut aller contre cette division naturelle pour essayer de travailler ensemble. Et on a travaillé ensemble sur des sujets extrêmement compliqués comme Jérusalem. Et je dirais que le parcours qu'on a fait pour réussir à travailler sur Jérusalem et faire une grande exposition qui était présente dans toute la ville sur les panneaux publicitaires extérieurs et ensuite une exposition à l'intérieur de la salle d'exposition du Conseil général des Bouches-du-Rhône a permis de montrer Jérusalem à travers les trois regards partagés que sont chrétiens, juifs et musulmans. Et on s'est approprié la culture de l'un et de l'autre afin d'essayer de pouvoir coexister. Eh bien, c'est très bien. Alors, on arrive à la fin, malheureusement, de la première moitié de notre entretien. Dans les 3 minutes qui restent, je voudrais évoquer donc cet article. Vous en avez parlé, sur le site Atlantico, paru en octobre 2012, qui était assez prémonitoire, donc bien avant l'émergence du Daesh et le départ de milliers de jeunes Français pour faire le djihad. Et vous écriviez que le basculement dans le djihadisme est dû plus à des motivations personnelles qu'au contexte économique. Est-ce que vous pourriez détailler ça peut-être dans les 2-3 minutes qui restent? Oui, tout à fait. La plupart des gens pensent que djihadisme égale musulman égale arabe. C'est totalement faux. Et le meilleur exemple, c'est que malheureusement, il y a des juifs qui s'engagent dans le djihad. Très peu quand même. Peu importe. C'est un fait. Oui. C'est-à-dire, c'est pas anecdotique. Il y en a suffisamment pour qu'on puisse s'interroger pourquoi. Ensuite, il y a des Français, excusez-moi cette expression que je déteste, mais qui parlent certainement, des Français dits de souche, qui s'engagent également. Donc ça veut dire que c'est un problème beaucoup plus profond qui touche, je dirais, toutes les populations et toutes les classes de la société. Donc c'est un vrai problème d'identité. Et aujourd'hui, si on veut véritablement regarder les choses, il ne faut pas avoir de tabou idéologique. Il faut regarder les faits tels qu'ils sont. Et je veux dire, ce qui m'a permis d'écrire cet article, c'est que moi, je ne suis pas, je dirais, limité. Je travaille comme un chercheur, j'analyse les choses, et si une conclusion n'est pas plaisante à entendre, eh bien, je la dis quand même. Voilà, c'est ça la différence. Et donc, vous ne soutenez pas les théories misérabilistes qu'on nous a sorties pour les frères Kouachi, pour Médine et Mouche, en disant que c'était des malheureux, des repris de justice. Vous pensez que c'est faux? Il n'y a qu'à voir les attentats du 11 septembre. Ce sont des gens éduqués. Et le problème est bien là. Ce n'est pas le niveau d'éducation, ce n'est pas le niveau social qui prime, c'est le niveau, je dirais, c'est une crise identitaire qui touche tout le monde. Alors, vous avez été auditionné devant la commission d'enquête parlementaire sur le djihadisme. Vous avez dit quelque chose de très juste, à savoir donc ce malaise était général, que les gens avaient perdu leur repère, l'identité française est remise en question par l'Europe, par la mondialisation. Seulement, et même si, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, tous ceux qui partent ne sont pas forcément des enfants d'immigrés, il y a quand même, à un moment donné, la concrétisation d'une haine qui semble avoir été longtemps ruminée contre les autres, entre guillemets. Alors les autres, c'est les juifs,
mais c'est aussi la France, qui est l'ancienne puissance coloniale, la chrétienté, etc. Est-ce que ça ne joue pas quand même un rôle très important, ce ressentiment et cette rancœur? Bien sûr, mais je vais vous dire aujourd'hui, plus que les réseaux organisés qui utilisent des filières, ce qui est vraiment dangereux et sur lequel on achoppe tous, c'est, je dirais, ce qu'on appelait les loups solitaires. C'est ça le vrai problème. C'est quelqu'un qui se désocialise, qui peut se radicaliser tout seul grâce à Internet et qui va passer à l'acte, qui prend une voiture de bélier ou un couteau dans un supermarché. C'est ça les vrais enjeux maintenant. Ceux dont vous parlez qui vont aller en Syrie, effectivement ça existe, on ne peut pas le nier. Ceux-là, ils vont se radicaliser, mais le problème, qui est une partie très importante du djihadisme, c'est aussi la personne qui est hors cadre. Donc si on voulait simplifier en disant c'est une catégorie sociale, c'est une catégorie ethnique, c'est ceux qui sont radicalisés grâce à des prêches, oui c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, il y a une multitude de profils et c'est ce qui rend le djihadisme et la question extrêmement complexe. On ne peut pas la limiter à une seule solution. Ceux qui veulent en découdre, eh bien, seront pour leurs frais parce qu'on n'arrivera pas à traiter le problème du djihadisme si on n'agit pas sur tous les fronts à la fois, et notamment sur le versant de l'éducation. Alors, sur l'éducation, justement, parce que il y a deux volets, hein. Il y a l'aspect culture générale, mais vous nous rappeliez tout à l'heure, hein, donc le fait que ceux qui ont fait le 11 septembre étaient des fils de bonne famille, hein, saoudiens pour la plupart, qui avaient fait des études supérieures. Mais il n'y a pas que ça dans l'éducation. Il y a le respect de l'autre. Il y a le fait de ne pas haïr son prochain. Il y a le fait de considérer que les lois de la République s'imposent à tous. Ça, c'est quelque chose que l'on doit apprendre à la maison et à l'école. Or, ça ne fonctionne plus pour beaucoup de gens. On entend d'autres discours. Alors, il y a Internet, on vient d'en parler. Il y a aussi les mosquées salafistes. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Il faut des contre-discours. Ces contre-discours, où est-ce qu'il faut les mener? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est dans les lieux de culte? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Première question. Alors, de toute façon, il faut réguler le contenu des médias sociaux, mais il faut repartir à la base. On ne pourra pas traiter le problème. Il y a certains radicaux qui sont hors champ et on n'aura jamais, je dirais, à les ramener à une juste raison. Par contre, on peut travailler sur les générations à venir. Il faut savoir que dans le problème de l'éducation, comme vous avez dit, il y a le problème familial. Tout mettre sur la famille, c'est aussi une erreur, parce que on n'est pas de djihadisme, on va le devenir au fur et à mesure du temps. Et quand on a aussi une défaillance familiale, c'est-à-dire famille monoparentale, chômage, etc., on n'a plus de repère de ce que c'est qu'une famille, on peut nourrir une rancœur, quelle que soit son origine. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus tout dire sur la famille. Et porter la responsabilité, c'est la famille qui est responsable. Il y a dans l'éducation deux aspects. Il y a le périscolaire, et puis il y a le scolaire. Et puis après, il y a, plus on monte dans l'éducation, il y a la fac, etc. Donc ça veut dire qu'il faut toucher toutes ces personnes et constamment leur apprendre qu'est-ce que c'est que la République, qu'est-ce que c'est que les lois, qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble, qui y sont. Aujourd'hui, on n'a plus une identité qui est unique, on a une identité multiple. Le modèle de la République jacobin qui disait « nous sommes tous pareils », oui, on est pareils, mais on est tous différents en vérité. Et on doit définir un socle commun partagé, mais en même temps, on ne doit pas réprimer cette parcelle qui est différente et qui peut enrichir la nation. Parce que si on la réprime, on va aller la chercher ailleurs. Et on va la chercher là où il y a une offre, et une offre en général qui n'est pas maîtrisée, et ça peut être les djihadistes. Un exemple, si on veut apprendre l'arabe aujourd'hui, c'est très compliqué. Si par contre on disait on va apprendre l'arabe, que ce soit à l'école, mais l'arabe parlé, pas l'arabe littéraire, eh bien à ce moment-là, ça sera plus compliqué d'aller chercher des personnes qui vont étudier l'arabe dans les mosquées ou dans des lieux de culte occultes. Hein. Donc on aura un enseignement qui permettra aux personnes d'étudier l'arabe sur des textes non djihadistes qui permettront de découvrir la multitude de l'identité. C'est important ce que vous dites, Agaï Sobol, c'est très très important parce que moi je vois, hein, je lis une grande crispation aussi au niveau de la communauté juive, il faut dire ce qui est. Hein. Et dès que quelqu'un dit il faut développer l'enseignement de l'arabe, etc., c'est pris dans le sens vous voyez, on veut transformer la nature profonde de la France, on veut l'islamiser, etc. C'est mal compris en fait, c'est très très mal compris. Vous, ce que vous dites, c'est que si un jeune simplement qui, par curiosité, pour retrouver ses sources, veut apprendre l'arabe, il faut qu'il le fasse au niveau de l'éducation nationale, de préférence à, effectivement, des mauvais conseillers qu'il pourrait rencontrer dans certaines mosquées ou ailleurs. Exactement, mais je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à pouvoir avoir la capacité d'apprendre l'arabe au lycée. On va bien apprendre le russe ou le chinois, pourquoi pas l'arabe? Donc pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Maintenant, il faut savoir
Pourquoi on est crispé dès qu'on parle d'apprendre l'arabe? Derrière aussi, il faut faire son autocritique. Et puis il faut aussi dire que tous ceux qui vont apprendre l'arabe ne vont pas devenir djihadistes. C'est justement une solution au problème. En tout moins, une partie de la solution. Et aussi, nous-mêmes, nous sommes issus de l'immigration. Moi-même, je suis issu de l'immigration russo-polonaise, 3e génération. J'ai naturellement envie de savoir qui était ma famille. Donc c'est légitime. Et si on me dit je n'ai pas le droit d'avoir accès à mes racines, je vais les chercher de toute façon. Donc il faut tenir compte de la nature humaine, il faut l'encadrer, il faut trouver des nouvelles solutions innovantes aux nouveaux problèmes. Et il ne s'agit en rien d'abdiquer les valeurs de la République. Il faut les enseigner, ces valeurs de la République, du respect de l'autre. Tout à fait. Alors, Agaï Sobol, nous arrivons donc tout doucement à la fin de notre émission. Vous avez prononcé un mot important, donc immigration, se connaître, retourner à ses sources. Et dans cet article donc du Times of Israel, qui encore une fois est très riche et m'a donné à la fois l'idée de l'émission et je dirais des éléments pour la construire, vous proposez comme outil ce que vous appelez des instituts des cultures au niveau des grandes villes, permettant de finalement donner la possibilité à tous les Français de découvrir leurs origines tout en côtoyant les autres entre guillemets. De quoi s'agit-il dans votre esprit? Et est-ce que, par exemple, ce que fait la Cité de l'immigration à Paris ne serait pas finalement un modèle pour ces instituts des cultures? Alors, moi, je dirais que la façon de voir les choses, c'est que ça part du tissu associatif. C'est pas quelque chose qui vient en haut, qui va dire voilà comment il faut faire. On part d'une expérience de terrain. Le milieu associatif, c'est celui qui tient lieu de lien social. Aujourd'hui, si on baisse par exemple les subventions des clubs sportifs ou des associations en général, les gens vont se retrouver désœuvrés et ils feront rien. Donc c'est à partir du tissu associatif qu'on doit travailler. En fait, c'est un dispositif avec deux éléments. Le tissu associatif qui travaille en résonance avec une structure qui se trouve dans chaque ville, qui va développer un programme, et associations et cet institut des cultures vont développer une programmation qui va répondre à des objectifs précis, développer des conférences, des expositions, des rencontres sur les identités, les différentes identités, et après permettre de rencontrer l'autre. C'est-à-dire que dans un même lieu, il y aura quelqu'un qui va travailler sur les régionalismes, par exemple, qu'est-ce que c'est que la Provence, d'autres sur le Maghreb, d'autres sur Israël, d'autres sur les États-Unis. C'est-à-dire toutes les facettes de ce qui compose la France doivent pouvoir se retrouver et avoir des réponses. C'est un lieu permanent, mais aussi c'est un lieu de terrain. C'est ça ce que je veux développer. Et on va construire ensemble, puisqu'il existe déjà un tissu associatif très riche, cette programmation. C'est un partenariat et c'est pour ça qu'on a besoin du maintien de ces financements de ces associations parce qu'elles font un travail essentiel. Sans ça, tout va imploser. Alors j'ai deux dernières questions. D'abord, finalement, est-ce que ce qu'a fait le collectif Tous Enfants d'Abraham n'est pas un peu un modèle, c'est-à-dire faire travailler ensemble des centres culturels qui existent? Et la deuxième et dernière question, est-ce que justement par rapport au mur de peur et d'incompréhension qu'il y a actuellement entre juifs et musulmans en France, ce ne serait pas un lieu privilégié de rencontre? Je pense que vous avez tout à fait raison. Travailler sur l'interculturel, ça fait tomber les barrières liées à la religion. Dans certaines religions, hommes et femmes ne peuvent pas cohabiter. Quand on travaille sur du culturel, on n'est pas des rabbins, des imams ou des prêtres, on peut travailler autour d'une table sans aucun problème, sans limite, et on peut dire des choses qu'on ne pourrait pas se permettre si on était détenteur d'une charge religieuse. Donc ça, si vous voulez, c'est la simplicité. Et puis, les membres de la société civile, si vous voulez, ça évite aussi le problème politique. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on doit travailler sur la culture, mais toutes les dimensions de la culture, ouvertes. Dire, ma culture, c'est l'ensemble, c'est pas une petite partie, parce qu'on s'enrichit mutuellement. Et donc effectivement, ce qu'a fait le collectif Tous Enfants d'Abraham, c'est démontrer que c'était possible, même sur les sujets les plus difficiles. Et ça peut faire école, il n'y a pas qu'à Marseille qu'on peut le faire. Eh bien, merci Agaï Sobol, parce que cette émission nous a donné, je dirais, de l'espérance. Hein. Vous connaissez Mathématiques Monde Musulman, on a souvent des actualités désespérantes. Eh bien là, effectivement, c'est une bouffée d'espoir qu'on a eue grâce à vous. Je renvoie donc mes auditeurs, encore une fois, au site des archives vidéo de l'Assemblée nationale où on peut vous voir et vous entendre. Merci pour le travail que vous faites. Merci donc pour avoir été avec nous pour cette émission et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Merci beaucoup à vous également.
Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.